L'invité de Smart Impact, je vous le présente tout de suite, c'est Antoine Madoui. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le patron, le PDG de Nereus Invest, cabinet de conseil que vous avez créé en 2019. Puis maintenant, vous portez vos propres projets, on va en parler. Mais si on revient à la jeunesse, c'était quoi l'idée de départ, l'ambition de départ de Nereus ? L'ambition de départ de Nereus Invest était de pouvoir apprendre à construire et à piloter des projets de transition écologique. Puisque piloter des projets, techniquement, on sait faire en termes d'ingénierie depuis longtemps. Oui. Mais piloter un projet de transition écologique, c'est un peu plus complexe. Ça demande des compétences à 360 degrés pour pouvoir gérer à la fois les aspects juridiques et réglementaires qui, aujourd'hui, bien souvent, viennent être sur le chemin critique du projet. Également gérer les aspects politiques, l'acceptabilité territoriale, et puis pouvoir gérer les aspects financiers et, bien entendu, techniques et technologiques. Oui, ça suppose des expertises qui sont en fait très, très multiples et que tout le monde maîtrise pas en même temps, si on peut dire. On parle tous les jours dans cette émission de cette révolution économique. Je ne sais pas s'il y en a une plus rapide, plus brutale que celle qui est imposée par la transformation environnementale et sociétale. C'est vrai pour l'énergie, c'est particulièrement vrai pour l'énergie ? C'est particulièrement vrai pour l'énergie et surtout à partir du moment où on pense complémentarité de l'approvisionnement dans le cadre des transitions énergétiques, sur différentes énergies, il nous faut poser la question des bioénergies. Et la question des bioénergies amène à la question de l'approvisionnement et de la ressource. Et sur les questions de ressources, il y a des enjeux d'acceptabilité sociétale particulièrement forts et des enjeux techniques qu'il nous faut réexplorer, notamment en termes d'agriculture, de foresterie et autres. L'acceptabilité sociale, on en dit un mot rapidement, ensuite on part en Guyane pour parler de vos projets. Moi, ça me semble un enjeu majeur qu'on a peut-être sous-estimé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Merci pour la question. Je vais essayer d'y répondre en quelques secondes, mais je pense que le sujet de l'acceptabilité sociale des projets de transition énergétique a peut-être été sous-estimé puisque bien souvent, pour faire des projets, on pense à de l'ingénierie. Et lorsqu'on est dans de l'ingénierie, nous sommes dans la technique, dans la technologie. Et les sujets d'implantation sont vus à travers le prisme des études géotechniques, donc qui sont elles aussi des études d'ingénierie. Et souvent, en fait, les projets techniquement sont bons. Par contre, essayer dans une démocratie comme la nôtre de pouvoir attirer la population vers nos projets, les faire comprendre, les partager et accepter la controverse, c'est des éléments qui émergent aujourd'hui et sont à prendre en compte de manière plus avancée. Oui, effectivement, c'est devenu vraiment dans la stratégie globale de ces projets quelque chose d'essentiel. La Guyane, donc depuis janvier 2023, vous portez vos propres projets sur ce territoire. Déjà, pourquoi la Guyane ? Merci beaucoup Thomas pour cette question. La Guyane, tout simplement parce que c'est un territoire pour lequel nous avons collectivement, donc les deux associés qui sont au bord de Nereus Invest et mon holding, un attachement particulier. C'est un territoire extraordinaire dans lequel nous avons des enjeux et des contraintes environnementale très forte, c'est l'Amazonie française, située entre le Suriname et le Brésil. C'est également un territoire sur lequel les infrastructures sont relativement peu développé par rapport aux standards de l'Hexagone. Et nous avons, par exemple, une absence d'autoroute, un réseau électrique qui peut avoir certaines faiblesses. Il n'y a pas de port en eau profonde. Et en fait, ces contraintes structurelles sont à l'image du reste du monde. Et donc, développer des projets en Guyane, c'est la garantie de pouvoir les répliquer ensuite ailleurs dans le monde beaucoup plus facilement que si nous les avions pensés ici, à proximité d'une centrale nucléaire. Très intéressant. Des obstacles à contourner ou à sauter, et ensuite ça vous permettra de dupliquer ces bonnes pratiques. Alors, avec notamment un projet d'exploitation forestière, plantation de bois d'œuvre et de bois énergie. Alors, je vais être honnête avec vous, ma première réaction, ça a été de me dire, mais attendez, la Guyane n'a pas besoin de bois. Pourquoi faire du bois ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, effectivement, je comprends tout à fait votre question. Quand on atterrit, et je prends l'avion demain, donc je verrai à nouveau la beauté de la forêt amazonienne quand on arrive sur un territoire qui est grand comme l'Autriche, qui est couvert à 94% de forêt. C'est un peu contre-intuitif d'avoir l'idée d'aller planter du bois là-bas. Oui. Mais ce n'est pas parce que le bois est présent partout
qu'il est accessible dans des conditions technico-économiques satisfaisantes. Et aujourd'hui, l'engagement pris par la France sur le massif amazonien est exemplaire, puisque l'exploitation se fait en forêt naturelle selon une charte d'exploitation à faible impact qui est reconnue internationalement pour sa qualité en termes de gestion des écosystèmes. Cependant, la contrepartie de cette excellence environnementale est la faiblesse des prélèvements. Et aujourd'hui, la production de bois d'œuvre pour la construction en Guyane nécessite d'être peut-être augmenter pour pouvoir répondre aux besoins de construction d'un territoire en pleine explosion démographique. Et donc Thomas, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on plante là-bas? C'est pour pouvoir fournir un marché qui est approvisionné majoritairement de l'extérieur actuellement. Non. Ça veut dire que pour construire, ou peut-être même pour se chauffer, on peut parler de bois énergie, la Guyane importe? Oui, la Guyane importe. Oui. La balance commerciale du bois en Guyane est déficitaire. Le bois est importé à la fois pour la construction, mais également pour pouvoir demain travailler sur des éléments de structuration filière. C'est là où est notre projet. Créer des plantations bois d'œuvre pour pouvoir avoir de la production locale, de la transformation locale et aller plus loin dans cette transformation. L'énergie est secondaire. En fait, plus important. Non, l'énergie... Je vous ai posé la question parce qu'en préparant l'émission, on a trouvé ce chiffre, le bois énergie, qui représente près de 33%, 32,9% de la consommation d'énergie primaire des Français. Donc ça commence à prendre pas mal de place. Alors là, on est en Guyane, on est sur un marché qui est peut-être un peu différent. Pourquoi vous dites que c'est secondaire? Alors c'est secondaire pour une raison d'abord climatique, puisque en Guyane, il n'y a pas besoin de chauffage ni de chaufferie. Et effectivement, le bois énergie en France est d'abord consommé pour le chauffage. En Guyane, il est utilisé dans le cadre de centrales biomasse qui sont là pour produire de l'électricité de manière continue en injectant sur les réseaux de l'énergie renouvelable. Dans notre projet, le bois énergie est secondaire puisque il est là pour valoriser ce que nous ne pouvons pas valoriser en bois d'œuvre. D'abord le bois d'œuvre, ensuite le bois énergie. Quand on lance un projet comme celui-là, avec donc ces objectifs environnementaux ambitieux, c'est ce que vous nous dites, comment vous limitez l'impact ? Par exemple, c'est toute la question. Il y a plein d'exemples. Je sais pas, la variété des essences choisies, peut-être que c'est une façon de le faire. S'éloigner des cours d'eau. Enfin, je sais pas. J'essaye d'imaginer ce que vous avez mis en place. Merci beaucoup Thomas pour cette question, parce qu'elle me permet avant tout de dire que faire un projet d'aménagement sylvicole en Amazonie française sur un territoire qui est couvert à 94% de forêt naturelle, c'est nécessairement prendre la responsabilité de limiter l'impact sur la biodiversité. Et la limite de l'impact sur la biodiversité se fait par les mesures d'ingénierie et par l'innovation technologique. D'abord en créant un modèle numérique de terrain, ensuite en ayant les couches et les hauteurs des différents arbres pour pouvoir identifier les arbres d'avenir et accompagner la production de bois naturellement en faisant des éclaircies, mais c'est aussi, comme vous l'avez justement dit, limiter l'impact sur les cours d'eau et pour cela donc limiter l'exploitation sur les pentes et c'est avoir des essences locales et endémiques. D'accord. Alors, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je voudrais qu'on parle rapidement d'un autre de vos projets qui est peut-être un peu plus long terme, qui est en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Et là, on parle de production d'hydrogène. Expliquez-nous. Oui, merci pour ce beau projet de le mettre en avant, puisque l'Agence spatiale européenne, dans le cadre de la décarbonation du port spatial, en collaboration avec le Centre national d'études spatiales, le CNES, ont pour objectif de diminuer l'empreinte environnementale des lancements Ariane. Et pour cela, l'objectif est de pouvoir décarboner la production d'hydrogène, puisque l'hydrogène sert de carburant aux fusées. Et pour pouvoir décarboner la production d'hydrogène, l'Agence spatiale européenne a pris l'initiative de créer un consortium qui s'appelle IGOAN, donc HY, et ce consortium IGOAN va produire de l'hydrogène renouvelable à partir d'électrolyse, et une partie, 80% environ du volume produit, va servir à décarboner le lanceur Ariane 6, et environ 20% va servir à décarboner la mobilité lourde en Guyane, et la filiale de Nereus Invest, qui est la société Aldis Nereus, en partenariat avec l'acteur local de la distribution, la société Aldis, va pouvoir distribuer l'hydrogène à travers ce qu'on appelle une station-service. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre la production de bois, éventuellement l'utilisation des déchets de bois, et la production d'hydrogène ? Pas sur ce projet-là.
technologiquement, il pourrait y avoir un lien à travers des unités de pyrogazéification qui ont pour objectif de craquer le bois à très haute température de façon à récupérer un gaz de synthèse et ensuite d'enrichir ce gaz de synthèse et de le raffiner de manière à pouvoir produire soit des carburants de synthèse, soit de l'hydrogène. Voilà, encore des pistes passionnantes. Merci beaucoup, Antoine Madoui, d'être venu nous présenter ces projets en Guyane. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. Connaissez-vous le pacte des Nations Unies, ce pacte passé avec des entreprises privées? Vous allez voir.